Et coucou Booktube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est le 16 juin je crois. Et ça fait un moment que je n'ai pas filmé de vidéo YouTube. C'était il y a un mois maintenant, voire un peu plus. Mais en ce moment je suis en période de rattrapage, donc c'est un peu compliqué, vous avez un peu moins de contenu sur les réseaux. Mais je reviens très vite dans 2 semaines, j'ai fini ma rattrapage si tout se passe bien, donc je serai de retour. Mais aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, c'est les arrivées littéraires du mois de mai et juin. Parce que la dernière fois que j'avais filmé, c'était une vidéo arrivées littéraires du mois de mars et avril. Donc là je vais vous présenter tout ce que j'ai reçu jusqu'à présent, que je ne vous avais pas encore montré. Donc il y a juste 3 livres du mois d'avril que je n'avais pas encore reçus à l'époque de la vidéo. Donc je vous les présente également là-dessus. Et je pense qu'à chaque fois je vais vous parler un peu du résumé. Et pour ceux que j'ai déjà lus, je vous donnerai mon avis sur le livre. C'est vrai que je suis très en retard sur mes services presse parce que avec la fin des cours c'était très compliqué. Et du coup j'essaye de privilégier quand même mes révisions à la lecture. Mais je pense que je me rattraperai pendant les vacances, j'espère. Mais bref, sur ce, j'espère que la vidéo vous plaira. C'est parti! Du coup pour finir le mois d'avril, j'avais reçu 3 livres que je ne vous avais pas présentés dans la précédente vidéo. J'ai reçu en premier un livre des éditions Eden, c'est First Down de Grace Reilly, avec une très belle couverture. Et pour le résumé, on va suivre James. Donc le football, c'est toute la vie de James. Mais après une année désastreuse, il est transféré dans une autre université pour échapper aux distractions qui ont bien failli lui coûter son avenir. Déterminé à revenir dans le droit chemin, il est forcé de suivre les cours de littérature auxquels il a échoué, faute de quoi il ne retournera pas sur le terrain. Bex est une étudiante brillante, les athlètes même pas en rêve, surtout depuis que Daryl, son ex-petit ami, également joueur de foot, s'est mis à la harceler. Mais comment échapper à cet ex envahissant qui ne semble pas comprendre le mot non? Pour convaincre Daryl qu'elle est passée à autre chose, elle passe un marché avec James. Ils font semblant de sortir ensemble et en échange, elle l'aidera à réussir ses examens. Une excellente idée en apparence, car faire semblant est un jeu très dangereux. Voilà, donc je pense que ça va être assez sympa. Un enemies to lovers, fake dating, etc. Il fait 330 pages et c'est écrit assez gros, donc je pense que ça se lira vite. Mais c'est vrai que j'ai toujours pas eu l'occasion de le lire. Ensuite j'ai reçu des éditions Sonatine, c'est un service presse ponctuel parce que je ne suis pas partenaire des éditions Sonatine. Ils m'ont envoyé le livre Comment voyager dans les terres oubliées de Sarah Brooks. Et c'est une lecture que je suis en train de lire. J'en lis plusieurs en même temps. En général je suis sur 3 ou 4 lectures en même temps. Et là j'avais commencé les terres oubliées. Et c'est hyper sympa parce que ça mélange thriller, aventure, horreur, historique, enfin bref, c'est très sympa. Et pour celui-ci du coup, on va être dans un lieu clos. Je l'ai pas encore fini, j'ai lu que 2 parties sur les 7 parties je crois, donc je vais pas encore vous donner mon avis, mais je vais vous lire le résumé. 19e siècle, quel secret renferme les terres oubliées? Ces vastes étendues entre la Russie et la Chine, totalement coupées du monde. La seule activité que l'on y connaisse est le passage du Transsibérien Express. Si la traversée est réputée dangereuse, les voyageurs ne manquent pas. Tous attirés par les mystères et les légendes de ce territoire isolé. Malgré d'inquiétantes rumeurs à propos d'un accident survenu lors du dernier trajet, la compagnie l'assure, tout est désormais sécurisé. Le prochain départ est là pour l'attester. À bord, les passagers s'installent, font connaissance, mais si tout semble se présenter au mieux, certains ont des raisons particulières d'être là. Maria par exemple, qui a l'impression qu'on lui cache la vérité sur la mort de son père, survenue peu après la dernière traversée, ou bien Wei Wei, l'enfant né dans le train qui en connaît chaque recoin et secret par cœur, sans oublier la mystérieuse capitaine dont la discrétion confine à l'invisibilité, alors que le Transsibérien Express commence sa course folle, des événements d'abord imprévisibles, puis très vite incontrôlables se produisent. Voilà, donc je l'ai commencé et franchement pour le moment j'adore le début, donc à voir ce que ça donne. Je viens de voir que dans mon livre il y avait mon ordonnance pour mes lunettes, j'avais oublié que je l'avais mis dans le livre. Du coup c'est cool d'avoir lu le résumé, j'ai retrouvé l'ordonnance, je vous en dirai plus quand je l'aurai fini. Je pense que je ferai un bilan du mois de... un bilan lecture mai-juin, fin juin je pense. Je sais même pas si j'avais fait un bilan pour mars à avril, je sais pas, mais au pire je condenserai tout. Ensuite, j'ai reçu de Gallimard Jeunesse La vie selon Cella de Sarah Pennypacker. Et je trouve que déjà la couverture est hyper belle. Et moi, j'avoue que la couverture est le premier indicateur si le livre peut me plaire ou pas. Et franchement, vu la couverture du livre, ça m'a direct attirée. Et pour le résumé, on part sur un roman jeunesse, mais qui a l'air quand même très bien. À quoi servent les gens? Telle est la question que Cella et la fleur d'épine se posent. À devenir célèbre selon sa mère, Madame la mère de Valfolie. À gagner de l'argent, selon son père trésorier municipal, accompagné d'un blaireau caractériel, d'un garçon qui ne quitte pas sa combinaison de protection et de bibliothécaire inspirant,
C'est la part en quête de la meilleure réponse possible, déclenchant une folle réaction en chaîne qui mettrait la ville sans dessus dessous. Donc à voir ce que ça donne, mais c'est un livre qui m'attire beaucoup. En plus il y a des petites illustrations par-ci par-là dans le livre et j'aime trop quand il y a des illustrations. Voilà, je suis encore un gros bébé, j'aime bien quand il y a des petites illustrations dans le livre, mais je trouve que ça rajoute de la dynamique au livre. On va passer ensuite aux réceptions du mois de mai. J'ai reçu 20 services presse des maisons d'édition auxquelles je suis partenaire et 3 services presse ponctuels. Donc c'est vraiment cool, je vais vous présenter tout ça. C'est vrai qu'il y en a beaucoup que je n'ai pas encore lu, mais comme je vous ai dit, ça va faire un mois que je suis dans mes révisions, donc j'ai pas du tout le temps, mais je me rattraperai en juillet. J'ai déjà reçu de la part de Corrigan Édition L'héritière de Jazad de Sarah Hachem, et vraiment le relié est magnifique avec ces petites touches de dorure comme ça là. Vraiment, et un jaspage. Et sous la jaquette, pareil, le livre est magnifique. Voilà. Je suis pas fan de la couleur marron, mais c'est vrai que ça va totalement avec le mood du livre. Et sous la jaquette, on a ça. Très belle illustration. Mais du coup, c'est un très très beau collector que j'ai reçu. Et je vais vous lire le résumé. Là, on part plus sur un roman un peu dystopique. Dystopique, romantasy. Le royaume de Jazad est à genoux. 10 ans plus tôt, les armées de Nizal ont brûlé les terres, banni la magie et assassiné la famille royale jusqu'au dernier enfant. C'est du moins ce que Sylvia veut faire croire. L'héritière cachée du royaume de Jazad a échappé au massacre et vit recluse en dissimulant ses pouvoirs. Mais quand Harim, l'héritier de Nizal, traque un groupe de rebelles Jazadis dans son village, Sylvia révèle accidentellement sa magie interdite. Elle est désormais obligée de conclure un marché avec son pire ennemi, l'aider à chasser les rebelles en échange de sa vie. Prise dans un jeu de pouvoir et de complot, Sylvia ne peut pas laisser Harim découvrir son identité. D'autant que peu à peu, les deux héritiers ennemis se rapprochent. Sylvia va devoir choisir son destin, car le royaume en cendres se réveille et il a besoin d'une reine. Voilà. Et c'est le livre 1 d'après ce qui est écrit ici, donc je pense que ce sera une saga. Je sais pas de combien de tomes. Ensuite, j'ai reçu un service presse ponctuel des éditions Jungle et j'adore parce que c'est un roman graphique et en ce moment je suis à fond roman graphique et manga. En fait je trouve ça tellement sympa à lire, tellement rapide, satisfaisant à lire, enfin moi je ressens ça comme ça, que du coup je suis à fond en roman graphique en ce moment et du coup j'ai reçu Adorable Démon de Michel Lam et j'adore parce que la colorimétrie du livre, je sais pas si on dit ça comme ça, mais est vraiment magnifique et je trouve que en fonction des couleurs, un roman graphique va m'attirer plus ou moins. Et là pour le coup on est totalement sur une palette de couleurs qui m'inspire beaucoup. Ça va être une de mes prochaines lectures, c'est ce que j'avais prévu parce que j'ai trop hâte. Vraiment, je suis à fond roman graphique. Et je vais quand même vous lire le résumé, mais du coup on part sur un roman graphique un peu jeunesse. Donc c'est vrai que le résumé est assez simple. Martyrisée par les autres démons, Mish, 12 ans, trouve du réconfort en regardant sa série préférée, Princesse Noona, et en admirant les exploits de son héroïne, une fée si différente d'elle. Quand un désastre frappe le mont Magma et menace l'existence des démons, Mish part chercher de l'aide à Plumeria, mais au royaume des fées, tout ne se passe pas comme elle l'imaginait. Mish entame alors un long voyage pour sauver les siens. Voilà, en tout cas j'aime beaucoup, en feuilletant le livre, ce que ça va donner, ça m'attire beaucoup. Ensuite j'ai reçu des éditions Rajo, leur magnifique collector Sing Me to Sleep, le chant de la sirène de Gaby Burton. Et vraiment, la couverture est dingue. Et je vais vous lire le résumé, mais je ne sais pas comment on prononce le prénom. Swars. On va dire qu'elle s'appelle Swars. Swars est une sirène, une créature sublime aux pulsions meurtrières, un être dont l'existence même est illégale. Pourtant, pour protéger sa sœur d'un terrible chantage, la jeune femme doit se rapprocher du danger et entrer au service de la famille royale. Désormais garde du corps du séduisant prince héritier du royaume de Caird, Swars a de plus en plus de mal à cacher son identité. D'autant qu'elle est chargée d'arrêter un assassin sanguinaire qui sévit en ville, autrement dit, elle-même. Voilà, franchement, rien que le résumé me met l'eau à la bouche. Le fait que cette sirène va devoir aider le roi à traquer un assassin qui est, c'est elle-même l'assassin, ça me tente trop. Je l'ai toujours pas commencé, ça fait un petit moment que je l'ai reçu du coup. Il ne me tarde que je le lise, quand je pourrai à nouveau relire librement, sans contrainte de révision. Ensuite, j'ai reçu Les Derniers Refuges de Isabelle et Marc Quentin que j'ai déjà lu. Et pour le coup, je vais pouvoir vous en parler, mais je vais quand même vous lire le résumé, histoire que vous soyez un peu dans le bain. Réfugiés sur une île, Shanna et son frère Aaron ont pour l'instant échappé au désastre, à ce poison bleu qui se propage à la surface de la Terre. Mais ils ne sont pas les seuls à avoir survécu. S'ils trouvent des alliés en chemin,
certaines rencontres peuvent s'avérer fatales et à mesure que le temps passe, les derniers refuges deviennent de lieux très convoités. En gros, c'est un roman dystopique apocalyptique, un peu jeunesse parce que c'est un roman assez simple, c'est pas une apocalypse très compliquée à lire. Et en plus, les chapitres sont hyper rapides, ils font en 1 ou 2 pages et du coup, je trouve que ça rajoute une dynamique au livre. Mais du coup, je reviens parce que je m'écarte. C'est un roman apocalyptique que j'ai trouvé très original parce que pour une fois c'est pas un roman apocalyptique avec des zombies, avec une attaque nucléaire. Là c'était très original parce que en même temps il y a un petit parallèle avec notre monde actuel parce qu'en gros c'est une mousse bleue qui va s'être créée sur le goudron, sur toutes les matières que l'homme a transformées et surtransformées avec du pétrole, etc. Donc en gros toutes les villes bien civilisées elles vont toutes être détruites par cette mousse bleue et seules les parties de la terre où l'homme n'a pas encore mis trop sa trace, en mode les petites îles où il n'y a pas de goudron, les maisons en bois, etc. ne vont pas être touchées. Et du coup, grosse catastrophe sur la planète, tout le monde va crever, sauf certains survivants. Et au final, quand la Terre en elle-même devient inhabitable, où est-ce qu'on trouve refuge ? Dans la mer et dans les océans, et c'est ça que je trouve aussi très original, c'est que les refuges sont basés sur l'eau et on va beaucoup voyager sur l'eau tout simplement et je trouve ça hyper intéressant et c'est fou de savoir que il peut se passer autant de choses en mer. Donc je recommande beaucoup, ça s'est lu très vite. Par contre je viens de me rappeler qu'à la fin il y avait The Plot Twist, j'étais en mode ah ouais, genre révélation sur révélation, c'est vraiment hyper sympa. Ensuite j'ai reçu Too Late to Say Sorry de Anna Scott aux éditions Addictive et là j'avoue que j'ai lu aussi mais j'étais déçue. Juliette n'a qu'un seul ennemi sur terre, Adonis Onakis, le fils de son beau-frère et célèbre armateur grec riche à millions avec lequel elle a grandi. Elle le déteste autant qu'elle l'a aimé car le jour de ses 16 ans, Adonis lui a brisé le cœur. Alors elle a fui, elle l'a rayé de sa mémoire et s'est juré de ne plus jamais le revoir. Aussi, lorsqu'il réapparaît dans sa vie, devient son boss tout en l'obligeant à une cohabitation et qu'en plus il se révèle arrogant et cynique, Juliette voit rouge et est prête à tout pour le faire démissionner et qu'il sorte de sa vie, même à quelques coups bas. Mais quand Adonis lui fait comprendre qu'elle lui plaît et qu'il aimerait bien la mettre dans son lit, Juliette n'est plus très sûre de ce qu'elle désire. Elle se rend compte que le jeune homme, qui affiche la plupart du temps un air désinvolte, cache une complexité émotionnelle surprenante. De son côté, est-elle capable de lui pardonner ? Dans ce jeu dangereux entre haine et désir, Juliette se trouve confrontée à de déchirants dilemmes, lutter ou succomber, renoncer à un équilibre chèrement acquis ou risquer de réveiller de douloureuses blessures. Alors moi j'étais vraiment mitigée parce que déjà on va faire 2 points. Déjà par rapport au contexte de l'histoire, j'ai eu trop de mal parce que c'est en gros une histoire entre 2 familles. Donc la famille de Juliette et la famille d'Adonis et en gros ça donne un arbre généalogique comme ça. Chaque personne de la famille de Juliette est en couple avec une personne de la famille d'Adonis et inversement les personnes de la famille d'Adonis sont en couple avec la famille de Juliette. Et du coup ça fait qu'il y a des couples par-ci par-là, on comprend plus qui est qui avec qui, quels sont les ordres de parenté. Je trouve ça hyper dommage parce que du coup je me suis vachement perdue. Les prénoms se ressemblent beaucoup. J'étais en mode au début pendant les 4-5 premiers chapitres, on citait juste les personnages comme ça, j'étais mais qui mais c'était assez infernal. J'avoue que je m'y suis perdue et que du coup j'ai eu beaucoup de mal. Donc petit reproche pour ça, c'est que le contexte est beaucoup trop compliqué pour l'histoire qui est assez simpliste en elle-même. Un autre truc que je reproche, c'est justement que cette histoire est beaucoup trop simple. En fait on part juste sur une base d'ennemis to lovers avec la trope de la seconde chance où les 2 personnages se sont trahis dans le passé et qui au final ils veulent juste recoudre les morceaux. J'ai pas trouvé qu'il y ait autant d'histoires que ça, à part le fait que ils peuvent pas se blairer, ils vont travailler au même endroit. Et au final, on le sait tous ce qui va se passer. Je le dis pas quand même au cas où, mais on sait tout ce qui va se passer. Et du coup, j'ai trouvé ça dommage parce que c'est un peu la romance cliché et un peu la romance pas très originale qui suit tous les codes d'une romance basique quoi. J'ai pas eu de coup de cœur, y a pas eu de retournement de situation, y a pas eu de plot twist, y a pas vraiment eu d'intrigue à part le fait que les 2 personnages ne peuvent pas se blairer et que est-ce qu'ils vont finir ensemble ou pas, enfin bref. Du coup, j'ai été vraiment déçue et j'ai mis du temps à lire, je crois que j'ai mis 1 semaine. Et pour moi, quand je mets 1 semaine à lire un livre, c'est que vraiment, c'est compliqué. Ensuite, j'ai également reçu des éditions addictives, Imprévisible colloque de Manon Lane. Celui-là, je ne l'ai pas lu.
Et du coup, bien comme vous l'avez compris, ça va parler de colocation, certainement un enemies to lovers, mais on va lire le résumé ensemble. Après une rupture, Sejin se retrouve à camper sur le canapé de sa meilleure amie. Ses recherches de logement n'aboutissant pas, son frère lui propose de s'installer dans son appartement qu'il délaisse depuis quelque temps au profit de celui de sa copine. Seul problème, Camille, le colocataire. Il est le meilleur ami de son frère. Et le mec qu'elle déteste autant qu'il l'attire depuis son adolescence. Elle s'attendait à ce qu'il refuse catégoriquement de la voir envahir son espace, mais c'était sous-estimer son meilleur ami, son meilleur ennemi. Ce grand baraquet aux boucles brunes est prêt à tout pour lui rendre la vie impossible, même à accepter qu'elle vienne habiter avec lui si cela veut dire qu'il pourra le lui faire regretter chaque jour. Là on part vraiment sur plusieurs trappes assez sympas. Coloc, un meilleur ami de mon frère, proximité forcée et Miss to Lovers. Je pense que ça peut être très sympa, à voir ce que ça donne. J'espère que ce sera pas trop cliché et pas trop redondant. Ensuite j'ai reçu le tome 2 de la saga des jeux des Emma Green, donc jeux insolents. Et je vais pas vous lire le résumé parce qu'il faudrait déjà avoir lu le tome 1, je n'ai même pas encore lu le tome 1 que j'avais déjà reçu. Mais au moins je peux compléter cette saga avec le tome 2 qui est assez gros d'ailleurs, mais c'est vraiment le tome 3 qui sera le plus gros, vous verrez après. Il fait quasiment 500 pages. Pas mal, c'est un gros pavé. Ensuite j'ai reçu La Maison Chapelier des éditions Gallimard et de Tamzin Merchant. C'est un roman jeunesse, peut-être pour changer un peu de mes lectures en cours. D'ailleurs je viens de voir qu'il y avait quelques petites illustrations dans le livre. Je sais pas trop à quoi m'attendre, à voir si ça va me plaire ou pas. Et pour le résumé, un grain de folie et de la magie au bout des doigts. Tel est l'adage de la famille Chapelier qui fabrique des chapeaux magiques de génération en génération. Lorsque son père disparaît au cours d'une expédition à la recherche d'une plume d'oiseau rare, la jeune Cordelia Chapelier jure de le retrouver, quitte à mettre la ville de Londres sans dessus-dessous. Voilà, donc je pense que ça va être un petit roman jeunesse, à voir ce que ça donne. Ensuite, j'ai reçu 2 services ponctuels, c'était des recueils de poèmes en auto-édition par Anaïs Plat. Et vous pouvez retrouver ces 2 recueils de poèmes sur Amazon. On a Sois ma lune et je serai ton soleil. Je vais vous lire celui qui est écrit derrière. Une âme en peine, mise à nu sur le papier, un esprit qui s'est perdu dans les bras de l'amour et qui s'est reconstruit à travers la beauté de la vie, après avoir dansé sous des larmes de pluie. Et le deuxième c'est l'Odyssée de l'âme, et je pense que c'est mon préféré des 2 celui-là. D'ailleurs pareil, des petites illustrations. Et je vais vous lire pareil celui qu'elle a mis derrière. Une excursion vivante d'émotions, passant par le périple de l'amour, l'anesthésie d'une rupture, l'errance de propos sensibles, sur les traces de l'environnement qui nous entoure, toute une odyssée en 4 saisons. À voir ce que ça donne, mais je pense que ça peut être très sympa et j'ai hâte de découvrir la plume de Anaïs. Ensuite, pour continuer toujours sur le mois de mai, j'ai reçu un autre roman graphique de Pénélope Bagieux aux éditions Gallimard en bande dessinée et ça s'appelle Cadavre exquis et j'ai adoré. Déjà pareil, les palettes de couleurs, voilà. De toute façon pour ceux qui me suivent sur Insta, vous avez vu ma revue sur ce livre et j'ai vraiment adoré. Pareil, les illustrations de Pénélope sont hyper sympas, c'est simple à lire. L'histoire est un peu loufoque mais assez calcable à notre propre vie. Et il y a un bon plot twist, j'avoue que pour un roman graphique je m'y attendais pas et le plot twist est assez sympa. Et pour le résumer, la vie semble enfin sourire à Zoé le jour où elle croise la route de Thomas Rocher, écrivain à succès en manque d'inspiration. Mais que cache cet homme providentiel et pourquoi vit-il reclus dans son appartement parisien? Franchement c'était très sympa et ça s'est lu très vite, en 1 heure même pas, je l'ai dévoré. Et je trouve que c'est très sympa de faire des pauses avec des romans graphiques. Ensuite j'ai reçu les 4 livres de Gallimard et c'est leur collection Pulp Fiction et ils ont changé les tranches parce qu'avant c'était les mythiques tranches comme ça, voilà, je pense que vous voyez tous de quel livre je parle et du coup ils ont décidé de faire des dégradés de couleurs en fonction de la couverture. J'ai reçu 4 romans que j'ai demandé, dont un que j'attendais avec impatience et que j'ai déjà commencé à lire. Déjà j'ai reçu Je suis ton soleil de Marie Pavlenko. La couverture c'est totalement le genre de couverture que j'aime. Pour le résumer, chez Déborah, une mère qui découpe frénétiquement des magazines, un père aux abonnés absents et un labrador obèse qui a dévoré sa dernière paire de chaussures. Dans sa classe de terminale, pas d'Héloïse, sa meilleure amie, pas un seul gars potable. En revanche, un type aux incisives XXL qui élève des migales. Pas de doute, le théorème de la Scoomoon a encore frappé. Je sais pas trop à quoi m'attendre parce que ce résumé ne dit absolument rien, mais j'aime bien ce genre de livre. Ça me fait penser à d'autres que j'ai lus de leur collection Pulp Fiction et donc j'ai hâte de le découvrir et de savoir sur quoi va mener ce livre. Ensuite j'ai reçu Elisa est féministe de Michel Quach. Pareil celui-là, très très sympa. Et du coup pour le résumer, Elisa n'a pas été élue rédac chef du journal du lycée, pourtant elle était la plus qualifiée. C'est Len Dimartil qui a décroché le job, un ex-joueur de baseball qui vient de rejoindre le journal pour passer le temps
et se trouve accessoirement être un garçon. Ça va être un petit combat contre les inégalités hommes-femmes, je pense. Ensuite, j'ai reçu Raison et Sentiments de Jane Austen. C'est le deuxième ou troisième roman de Jane Austen que j'ai. Je trouve ça sympa de pouvoir diversifier mes lectures et diversifier mes réceptions avec ce genre de lecture. Je sais que j'avais assisté à un événement sur Jane Austen et ça m'avait motivée à lire ses romans. Le fait qu'il propose ce livre en collection poche, je me suis dit bah ça peut être hyper sympa. En plus la collection est... Enfin la couverture est très belle, je trouve qu'ils ont mis vachement en valeur son livre, son ouvrage. Et je vais vous lire le résumé. Marianne Dashwood est aussi impulsive et romanesque que sa sœur aînée, Elinor, est douce et réservée. Quand les séduisants Willoughby s'installent dans leur paisible comté du Devon, Marianne s'enflamme et étale ses sentiments au grand jour. Entre élan du cœur et appel à la raison, les deux sœurs découvrent l'amour et partagent espoir et déception. Donc pour ceux qui veulent lire du Jane Austen, je vous conseille ce livre. Et ensuite celui que j'attendais avec impatience depuis des mois au format poche parce que je voulais pas le prendre au format broché étant donné que j'ai Nous les menteurs au format poche, c'est bien sûr Famille de menteurs de E. Lockhart et c'est le préquel de Nous les menteurs. Donc pour moi Nous les menteurs ça a été un gros coup de cœur, je pense pour ceux qui me connaissent un petit peu et qui ont vu mes précédentes vidéos. Vous savez que Nous les menteurs c'est le livre qui a remotivé mon amour pour la lecture. C'est un livre qui a marqué ma jeunesse, qui a marqué mon lycée, etc. Et donc pouvoir avoir enfin ce préquel, c'est pour moi un grand bonheur. Et j'ai commencé à lire et c'est vrai qu'on retrouve totalement la vibe de Nous les menteurs, l'environnement, la plume de l'auteur, etc. Et je trouve ça hyper sympa. Et pour celui-ci du coup on va suivre l'histoire des parents des enfants qu'on suit dans le Nous les menteurs. Donc ça va être une génération au-dessus. C'est très sympa. Ça change de l'histoire qu'on a eue dans Nous les menteurs. Il y a toujours cette même ambiance et j'adore. Et pour le résumer, vous nous trouvez extraordinaires, tragiques, magnifiques. Vous pensez tout savoir sur nous, mais vous n'en savez pas la moitié. Nous ne vacillons pas, même lorsque nos amours nous trahissent. Nous ne nous écroulons pas, même lorsque nous perdons l'un des nôtres. Nous ne nous cassons pas, même lorsque le sang coule sur le sable. Et nous avons toujours été des menteurs. Donc vraiment j'en suis à la moitié du livre et je suis fan. Donc hâte de voir ce que ça donne par la suite. Ensuite j'ai reçu Toi, moi et l'Apocalypse de Goodnight Lullaby aux éditions Ozu. Et là on part sur une romance FF avec de l'Apocalypse. Et ce roman est le lauréat 2024 du concours du premier roman Ozu. Donc il a été le grand gagnant d'un concours que Ozu avait lancé. Et franchement ça a l'air très sympa, j'ai hâte de le lire. En plus dedans on avait une petite liste qui a bien teasé le livre avec les 10 règles pour survivre à une apocalypse de zombies par les deux protagonistes du livre. Et moi j'adore, je trouve que ça met totalement dans le bain. Pour le résumer, comment s'aimer pendant la fin du monde. 1. Ne jamais arrêter de rouler. 2. Éviter de crever. 3. Rester ensemble toujours. Depuis 4 ans, Martha et Rory vivent d'amour et d'eau croupie, seuls sur les routes, seuls contre les morts, seuls contre les vivants. En pleine apocalypse, mais ensemble. Mais la santé de Rory se dégrade et sa petite amie craint le pire. Transformation en zombie. À 2 doigts de passer l'arme à gauche. Dans les 2 cas, il faut un remède as soon as possible. De refuge en ville-mère, entre crise de panique et fou rire volé, les 2 jeunes femmes se confrontent de plein fouet à la cruauté du monde d'après. Je pense que ça va être franchement très sympa. En plus c'est un roman FF, donc que demander de plus. Et un roman apocalypse. Donc vraiment c'est fait pour me plaire ce roman et j'ai hâte de le lire et de vous en parler. Ensuite j'ai reçu Quand vient la vague de Manon Farqueton et Jean-Christophe Tixier. C'est un livre qui m'attire beaucoup pareil. D'ailleurs il me l'avait envoyé un double donc je l'ai fait gagner sur TikTok le deuxième tome. Enfin le deuxième exemplaire parce que bon j'allais pas le garder 2 fois. Et donc pour celui-ci, bouleversée, Nina quitte la maison familiale et jette ses clés dans une bouée d'égout. Quelques mois plus tard, Clément, son frère, se met à sa recherche. De Lacanau à Bordeaux, puis Paris, il découvre la raison de sa fuite. Cette vague qui l'a submergé, l'obligeant à disparaître. Je viens de voir que le roman a reçu beaucoup de prix littéraires. Le prix des dévoreurs de livres, le prix Littérado, le prix Thème Livre, le prix des collégiens et des lycéens de Talence et le prix Bookteen. Donc 5 prix pour un roman, je pense qu'il doit être très bien. Ensuite j'ai reçu 2 livres de la collection Magique. Ça c'est des romans fantasy, dystopie, beaucoup plus adultes, écrits très petits, très serrés, mais c'est vrai que pour des personnes qui veulent lire quelque chose de beaucoup plus adulte, de beaucoup plus complexe, construit, etc. Je vous recommande beaucoup les livres de la collection Magique. Donc c'est la collection poche des éditions Léa. Et j'ai reçu La complainte de Foranza de Sarah Dock. Donc pour le résumer, dans Foranza, cité éclairée par la tolérance et l'art des peintres, vouée au culte des fées, un meurtrier s'attaque sauvagement aux femmes,
assassinée dans des conditions atroces au sein même des ateliers d'artistes. Tandis qu'Aphrodisia Malatesta mène l'enquête la plus difficile de sa carrière, son ami Pasquale Di Oleri invente d'incroyables machines avec l'aide de son assistante Leona Devini. Martin, le mercenaire étranger, forme une milice de femmes pour protéger les artisanes et les ouvrières qui, comme Lupa et Callista, gagnent désormais pour leur vie. Enfin, derrière son bar, Ophésalis, Chiara tente de maintenir en vie le rêve d'une société qui semble se désagréger sous ses yeux. Mais la principauté portuaire n'est pas au bout de ses peines, comme si les fées adorées et le destin souhaitaient s'acharner contre elle. Ça, c'est très original, je trouve, le résumé. J'ai hâte de découvrir ce que ça va donner. Je pense que ça va être assez long à lire. En général, de toute façon, les livres de la collection Magic, je mets plusieurs temps à les lire parce qu'ils sont assez lourds à lire. Très sympa, mais lourds à lire. Ensuite, j'ai reçu le livre des Purs, qui est une intégrale de Olivier Martinelli. Donc, il y a plusieurs tomes dans ce même tome. Et pour le résumé, de paisibles villages Bélec, nichés au fond d'une vallée perdue, sont attaqués un soir par une armée innombrable et effroyable venue les anéantir. Leur ennemi séculaire, les Palocs, sont venus pour s'emparer d'un manuscrit qui confère un grand pouvoir à ceux qui le possèdent. Comme les jeunes de son âge, Dan, formé depuis la naissance au maniement de l'épée, doit combattre pour sauver son peuple. Au cours de cette sanglante bataille, il voit son père, qu'il croyait simple charpentier, se transformer en véritable chef de guerre. Ainsi débute une épopée qui va donner naissance à des légendes, dont celle d'un héros hors du commun, Dan le Rouge. Je pense que ça va être très très sympa. Et ensuite, en dernier, j'ai reçu Alma, le tome 3, qui s'appelle La liberté de Timothée de Fombelle. J'avais lu le tome 1 et c'était un vrai coup de cœur. Donc n'hésitez pas à aller voir la revue du tome 1, je vais pas parler du tome 3 parce que ça va très certainement spoiler le tome 2 que je n'ai pas encore lu. Mais je suis contente de pouvoir terminer cette trilogie avec le livre 3. On va passer à présent aux réceptions du mois de juin. On est à plus de la moitié du mois de juin et pour le moment j'ai reçu 8 romans. Déjà j'ai reçu Dare to Love de Ada Wild Author aux éditions Addictive. Et d'ailleurs sur TikTok et sur Instagram je vais lancer un concours pour ce livre là parce que les éditions Addictive m'ont proposé de faire gagner un exemplaire. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur mes autres réseaux si vous voulez essayer de gagner ce livre. Pour ce résumé, quand Ariana annule ses fiançailles et revient dans le village de ses parents pour recommencer sa vie à zéro, elle ignore ce qu'est devenu Adam. 10 années se sont passées depuis cette soirée où tout a basculé, où leur lien s'est brisé pour de bon. 10 années qu'elle ne l'a pas vu, que son prénom est banni des conversations familiales, qu'elle agit comme s'il n'avait jamais existé. 10 ans, c'est sûrement suffisant pour retourner incognito dans le village qui l'a vu grandir. C'est même assez pour oublier, cicatriser et avancer, n'est-ce pas? Oui, Ariana en est convaincue, Adam n'est plus un problème, il n'est plus rien d'ailleurs. Alors pourquoi est-elle en train de fuir après avoir croisé son regard? Donc je pense qu'on va partir sur la trope de la seconde chance, peut-être un enemies to lovers et une petite proximité forcée. Et d'ailleurs je trouve la couverture très très belle. Voilà. Donc si vous voulez essayer de remporter cet ouvrage, on se retrouve sur Instagram et sur TikTok. Ensuite j'ai reçu du coup le 3e tome de la saga des jeux de Emma Green. Et avec le 3e tome c'est Jeux en prenant et celui-ci est encore plus un parpaing que l'autre. Celui-ci fait presque 600 pages. Donc on augmente encore d'un level, mais j'ai bientôt fini du coup la saga des jeux, parce qu'il y a 4 tomes. Ça c'était le 3e que je recevais. Ensuite j'ai reçu le fameux livre que tout le monde attendait, que tout le monde veut. C'est Pole Position, les frères Reynolds de Emilou et c'est le 1er tome d'une trilogie. D'ailleurs je l'avais fait gagner sur TikTok et sur Instagram et la gagnante a été sélectionnée, donc vous ne pouvez plus participer malheureusement. D'ailleurs j'avais également participé à la soirée de lancement de celui-ci et c'était dans un concessionnaire Ferrari à Paris, c'était incroyable. Le vlog est disponible sur TikTok mais c'était fou. Et ça a été un des meilleurs events auxquels j'ai pu assister. Et du coup, comme vous l'avez bien compris, sur ce roman, on va partir sur le thème de la Formule 1. Et c'est tout ce que j'aime. J'adore les voitures, j'adore la Formule 1. Et donc, romance plus Formule 1 condensée dans un seul livre, muy caliente. Et pour celui-ci, on va suivre un des 3 frères Reynolds, on va suivre Trenton. Et Trenton Reynolds est aussi appelé Tiny le Maudit parce qu'il est abonné aux secondes places. Habile derrière le volant mais terrible face aux caméras, il est contraint de participer à un documentaire télévisé pour redorer son image. Quand il apprend qu'il devra faire face à Maxine Leroy, une journaliste à la répartie piquante et la tendance prononcée à fouiner, il sait qu'il est foutu. Trenton a un secret à cacher et Maxine finira bien par le trouver.
mais jusqu'où est-elle prête à aller? J'ai commencé, j'en suis au chapitre 8 et franchement pour le moment j'adore, vraiment c'est une plume que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs petit spoil qu'elles nous ont annoncé pour le tome 2 et le tome 3, le tome 1 c'est un MF et le tome 2 et 3 sont des MM, donc des romances gays qu'on adore. Ensuite j'ai reçu des éditions Eden un autre roman sur la Formule 1 et j'avais lu les résumés, c'est vrai que les deux se rapprochent un peu au niveau des résumés, donc à voir. Mais celui-ci c'est d'une autrice américaine, Carlin Robin, et ça s'appelle Drive Me Crazy. Pour le résumé, quintuple champion du monde de Formule 1, Blake traîne une horrible réputation. Bizarre, c'est comme Trenton dans le premier livre. Et des photos de lui complètement ivre lors de soirées de débauche ont sérieusement abîmé son image. Ses managers décident qu'il est urgent de redorer son blason. Leur solution, publier une autobiographie mettant le champion en valeur et insistant sur ses qualités. Pour écrire le livre, il s'engage Ella, une journaliste qui cherche à donner un nouveau départ à sa carrière. Le temps d'une saison de F1, elle va accompagner le pilote autour du monde et s'immerser dans son univers. Un véritable défi car Blake n'a aucune envie de se confier et il se déteste au premier regard. Peu à peu, l'exaspération laisse pourtant place à autre chose, des étincelles jaillissent, des barrières se brisent et comme un bolide lancé à fond la gomme, leur relation devient hors de contrôle au point de risquer la sortie de piste. Donc c'est vrai que ça ressemble un peu à Pole Position parce que c'est un coureur de Formule 1 qui veut redorer son image et ça va passer par un documentaire ou un livre dans celui-ci. Donc c'est vrai que c'est assez similaire mais à voir au niveau de la plume, au niveau de la construction de l'histoire, des personnages, etc. Lequel va plus se démarquer des deux. Ensuite, j'ai reçu de Mona Castaigne et on m'a appris que c'était celle qui avait écrit Maxton Hall, je sais plus comment ça s'appelle. Et celui-ci s'appelle Briser les règles et c'est le tome 1 de la saga Again. Et pour celui-ci, je vais vous lire le résumé. Un nouveau nom, une nouvelle coiffure, une nouvelle ville. À 19 ans, Alice s'apprête à écrire un nouveau chapitre de son histoire. À 1000 km de ses parents qu'elle déteste. À l'université, la jeune femme espère effacer les mauvais souvenirs de son ancienne vie. Premier obstacle, trouver un logement. Rien d'impossible, mais la chambre la plus sympa est en colocation avec Caden White, le bad boy du campus qui exaspère Ali au bout de 2 minutes de conversation. Le jeune homme impose d'office 3 règles, elle ne lui raconte pas sa vie, ne se plaint pas s'il ramène des filles et elle doit résister à son charme diabolique. Mais les règles sont faites pour être brisées, non? D'autant qu'Ali apprend vite à voir au-delà des apparences et devine les failles dans la carapace de ce séduisant garçon. Donc là c'est vrai qu'on part un peu sur la romance un petit peu cliché avec enemies to lovers, colocation, proximité forcée, tout ça. Mais je pense que ça peut être très sympa et assez divertissant à lire, donc à voir ce que ça donne. Et la vidéo est bientôt terminée, je vous présente encore les 3 derniers livres que j'ai reçus et après je vous libère, ne vous inquiétez pas. Mais pour les 2 prochains tomes, c'est également pour vous annoncer que je suis partenaire de la maison M+. Voilà, c'est un nouveau partenariat et je suis très contente parce que c'est une maison dédiée aux thrillers et romans noirs. Donc ça va changer des services presse que j'ai l'habitude de lire. C'est vrai que je ne recevais pas de thrillers, de romans noirs jusqu'à présent. Et c'est vrai que c'est des lectures que j'avais mis un peu de côté au profit des services presse que je recevais. Et donc bah, ça va être cool parce que je vais pouvoir diversifier mes lectures. Donc on a des thrillers classiques et on a des romans noirs et les romans noirs sont pour un public averti parce que beaucoup de triggers m'animent. Mais du coup j'ai reçu le dilemme de Paul Hoff de Pierre Nagui. Pour ce roman, Pierre Nagui qui est gynéco-obstétricien à Montpellier depuis de nombreuses années va livrer dans ce roman une description crue et cynique du milieu médical qu'il connaît bien. On va suivre Paul Hoff qui est un jeune urologue qui est prêt à tout pour s'assurer une brillante carrière hospitalo-universitaire. Donc à voir ce que ça va donner, mais je pense que ça peut être très intéressant et j'ai fait le choix de sélectionner ce livre parce que justement c'est quelque chose qui va changer et qui va peut-être m'apprendre des choses sur ce milieu-là. Ensuite j'ai reçu du coup un roman noir, c'est Tente de cochon de Jacques Bablon. Et dans celui-ci, le résumé est trop complexe à lire, je l'avais déjà lu, j'étais en mode waouh, attendez, c'est trop complexe. Mais en gros, ça va être un thriller avec une journaliste qui va être assassinée, d'après ce que j'ai compris. Et ça va être un thriller du coup. Je pense que je vous en parlerai plus quand je l'aurai lu. Mais en tout cas, il a l'air de se lire très vite parce que c'est des petits chapitres. Mais à voir ce que ça donne. Et pour le dernier, j'ai reçu Celle qui livrait de Véronique Petit. C'est un livre que j'attendais avec impatience. C'est un livre qui m'a toujours hypée. Et pour le résumé, d'ailleurs j'avais remarqué que c'était écrit assez gros. Et je pense que ça va se lire vite du coup. Mais pour le résumé, la mère de Mia est en prison. Elle vient d'avouer un meurtre. Comment la situation a-t-elle pu dégénérer à ce point? Mia tente de se souvenir. Le départ précipité de Paris, quelques mois plus tôt, avec son frère et sa petite sœur. Leur arrivée à Étretat en plein automne, par une nuit d'orage. L'oncle Théo avec son odeur de tabac froid imprégnée dans son gros pull en laine. L'auberge vétuste qu'il tentait de maintenir à flot. Et Grégoire, bien sûr, un trop bel homme dans cette grisaille.
le voisin dont on ose rêver. Mia aurait dû se méfier peut-être, mais elle était sous le charme. C'est un livre qui m'attire beaucoup, donc j'ai hâte de lire. Bref, c'est tout pour cette vidéo, je finis de parler. J'ai beaucoup parlé, je pense que la vidéo va être très longue. Je ne sais pas si vous êtes restés jusqu'à la fin. Si vous êtes restés jusqu'à la fin, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça me fait plaisir de voir qui est-ce qui est resté jusqu'à la fin. Sur ce, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo YouTube. D'ailleurs, si vous avez des envies particulières de vidéos YouTube que je pourrais tourner et vous proposer, n'hésitez pas à le noter dans les commentaires, je suis toujours preneuse des recommandations. Voilà. Bref, bisous booktube.